Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Bonjour chers amis et amis de Radio Biarritz, bienvenue dans la série spéciale des municipales 2026 à Biarritz. Et dans le cadre bien sûr des municipales, nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Baptiste Dussossois-Laralde. C'est bien ça, hein ? C'est bien ça, voilà. Bonjour. C'est long hein, comme nom. Vous avez un nom un peu plus raccourci ? Comment on vous appelle habituellement ? Jean-Baptiste Dussossois-Laralde, c'est la version courte. C'est la version courte ? Bon, eh bien voilà, je sens qu'on va transpirer pendant l'interview. Alors, je voudrais d'abord poser le cadre en fait de ces émissions, comme je fais à chaque fois. Donc cette émission s'inscrit dans une série menée bien sûr par Radio Biarritz selon un cadre strictement identique pour chaque candidat. Même thème, même question, même durée. Donc ça va durer 1 heure. Dans un souci de pluralisme et d'équité, voilà, c'est la règle éthique pour les médias. Je pense que ça a été comme ça pour tous les médias que vous avez rencontrés. Ah, mais il y a des règles de toute façon à respecter, effectivement, d'équilibre de parole, de temps de parole. Donc, voilà. Je pense que la démarche est bonne et bien alignée avec ce que font les autres presses. Ouais, et puis vous reçoivent tous en même temps, c'est quand même pas mal. Voilà, donc notre fil rouge est simple, l'intérêt des habitants de Biarritz aujourd'hui et sur le long terme. Donc c'est important aussi que je rappelle que les élections auront lieu le 15 et le 22 mars de cette année, donc. Et il est important aussi que je rappelle, tout le monde ne le sait pas, qu'aux élections municipales, les électeurs n'élisent pas uniquement un maire, même pas, ils n'élisent pas un maire, ils élisent une liste, d'accord, et c'est la liste qui va élire le maire. Ils élisent un conseil municipal. Ah, ils élisent un conseil municipal d'abord. Exactement. Et après... avec les représentants qui voteront au premier conseil municipal pour leur représentant, le maire. C'est vrai, vous avez une petite expérience. Ouais, un peu, ça fait 6 ans que je suis élu dans l'opposition, et je m'interesse depuis plus longtemps que ça au sujet. La règle n'a pas changé. Mais ils élisent aussi en même temps des conseillers communautaires. Exactement. Et dont les décisions à l'échelle de l'agglomération ont un impact direct sur la vie des Biarros et pas n'importe quelle décision immobilière. Les transports, le traitement des déchets, traitement de l'eau peut-être. L'assainissement, effectivement, il y a des compétences qui ont été renvoyées à l'agglomération. Voilà. Et lors de ces élections, donc le 15 et le 22 mars prochain, eh bien, on va voter pour élire un conseil municipal, mais aussi pour élire les représentants de la ville de Biarritz au conseil communautaire, donc à l'agglomération Pays Basque, pour aller constituer ce conseil communautaire, des représentants des différentes villes pour traiter de ces sujets, notamment le sujet du logement, de l'assainissement, des mobilités, mais pas que, mais qui sont en tout cas des sujets qui intéressent largement à Biarritz. Bon, vous voyez, on a commencé déjà à parler, donc, mais on a oublié de se dire bonjour Jean-Baptiste Dussossois-Laralde. Voilà, je vais d'abord essayer de vous présenter rapidement. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur vous, hein, parce que vous êtes peut-être d'abord un citoyen lambda qui s'engage en politique en 2020 ou peut-être avant. En 2020, je me suis engagé sur une liste. Alors, voilà. Je m'étais engagé au niveau d'association à Biarritz, toujours, et engagement politique, effectivement, sur une liste, première présence sur une liste en 2020. Voilà, donc vous êtes ingénieur dans le domaine des eaux, c'est marqué un peu partout, là, même sur votre petit livret. Élu donc d'opposition à Biarritz donc, depuis 2020, vous venez de le rappeler. Alors, vous avez des étiquettes politiques, que vous revendiquez. Donc, à l'époque, LR, puis Horizon, c'est ça ? Alors, moi, je revendique aucune étiquette politique. D'accord. À titre personnel, j'ai été encarté. D'accord. C'était à l'époque l'UMP, qui est devenu les LR. D'accord. Et par la suite, en 2020, je n'ai pas renouvelé ma carte au niveau de l'UMP. Et à la création du mouvement Horizon, j'ai pris ma carte. Et j'ai pas tout à fait aligné avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, surtout l'année dernière. Et donc, du coup, j'ai tout simplement pas repris ma carte. Et aujourd'hui, je n'ai pas de carte politique. Candidat libre. Candidat libre, exactement. Bon, on aime la liberté sur Radio Biarritz. Donc, aujourd'hui, votre liste s'appelle Cap Biarritz. Voilà, on a un joli cap ici, qui s'appelle comment ? Saint-Martin.
Le Cap Saint-Martin, oui, c'est vrai. Et est-ce que vous avez donc, du coup, vous n'avez pas d'appui, parce que c'est marqué un peu partout, vous avez un appui politique, donc vous n'en avez pas. Donc je ne vais pas dire les noms. Ah non, effectivement, aujourd'hui, on part sans étiquette politique, on n'a pas d'investiture de parti, on a un soutien d'un parti. Le soutien, c'est le soutien de Renaissance aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas encadré. Le soutien d'un parti. Exactement. C'est parce qu'en fait, le fonctionnement de ce parti fait qu'il y a des représentants locaux qui ont décidé de soutenir un candidat. Et en l'occurrence, ce candidat, tête de liste, c'est moi. D'accord. Et je vois passer aussi Michel Venac. Non. Alors, Michel Venac était présent à notre conférence de presse de lancement, puisque c'était un événement qui était ouvert à tous les biarros, et notamment à ceux qui s'intéressent. Bon, d'accord, ok. Donc, il faut faire attention, mesdames et messieurs, à ce qu'on lit. Donc là, j'ai la chance de pouvoir bien me faire confirmer tout ce que j'ai pu lire. Mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez rajouter Mais que les choses doivent être effectivement plus claires, que moi, je suis, comme vous l'avez dit, un biarro lambda. Si ce n'est que je m'implique dans la ville, parce qu'il y a des choses qui me déplaisent dans la ville, des choses que j'aimerais améliorer, on en parlera par la suite. Et parce qu'au bout de 6 années à observer, finalement à donner des conseils, des orientations qui n'ont malheureusement pas été écoutées, je me suis dit, c'est le moment d'agir. Je suis jeune, je suis dynamique. Moi, j'ai un métier, vous l'avez précisé, c'est ma formation, mais c'est mon métier aussi. Moi, je travaille dans le privé. Et je me suis dit, il faut quand même aller redonner un cap à Biarritz, qu'on a perdu. On en parlera tout à l'heure, et donc voilà pourquoi je me suis lancé, et sans étiquette politique revendiquée, même si notre liste rassemble des biarros. Vous êtes formé où? Alors moi je me suis formé à l'UPPA, une formation qui s'appelle DINEA, qui est ici à Anglet. D'accord, très bien. Bon, biarro, et donc, en tout cas local. Je pouvais pas faire formation plus locale, en tout cas sur ce domaine. D'accord. Donc là, vous venez un peu d'aborder votre engagement en politique un petit peu. En fait, ça fait partie de la question, des premières questions que je vais vous poser. Donc, votre rentrée en politique, vous l'avez rappelé, donc il y a 6 ans, voilà, au sein d'une liste Horizon. C'était ça, et puis voilà. Alors la liste n'était pas Horizon en 2020, c'était là aussi une liste sans étiquette en 2020. En réalité, je n'ai jamais été candidat sous une étiquette politique. D'accord. Voilà. Je me suis présenté aux élections municipales en 2020, je me suis présenté aux élections départementales, là aussi sans étiquette, et candidat en 2026 sans étiquette politique. Comme on dit, les étiquettes, elles restent ici, il faut faire attention. Il faut faire très attention. En province surtout, alors ici, c'est vrai que dès qu'on vous identifie quelque chose, avant de s'enlever les étiquettes... Ça peut embêter certainement certains, parce que moi, mon objectif, c'est de redonner la voix aux biarros, de les replacer au centre du débat, et c'est mon ambition pour Biarritz, et politiquement, elle s'arrête là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a en fait conduit à vous porter candidat à la mairie de Biarritz? Parce que vous avez une expérience de 6 ans, donc en fait, ça vous a pas fatigué, au contraire, ça vous a encouragé pour aller plus loin et plus haut. C'est l'avantage de la jeunesse et du dynamisme. J'ai 38 ans, et que on a envie de se battre pour ses idées et de ne pas laisser la ville à la dérive, une dérive budgétaire, environnementale, sportive aussi. Et finalement, j'ai pas eu l'impression qu'on a vraiment répondu aux besoins des biarros dans les 6 dernières années. Donc, je pouvais pas en rester là. Et vous avez vu ma formation, plutôt technique, carré. Moi, j'ai besoin d'apporter des solutions concrètes et pragmatiques aux besoins des biarros. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé avec des biarros, en les écoutant, en discutant avec eux, pour proposer le programme qui est en train d'arriver dans les boîtes aux lettres des biarrotes et des biarros. Ah oui, je viens de le recevoir. Travail bien fait. Oui, c'est vrai. Alors, j'en profite pour féliciter toute l'équipe dynamique, motivée, qui tracte, qui boite et qui est présente sur le terrain tous les jours, quelle que soit la météo. Très, très bien. Et donc, du coup, vous n'hésiterez pas à faire, quand on va aborder des thèmes, tous les thèmes, on va parler bien sûr d'habitabilité, plein de choses, de faire le bilan. Vous avez une expérience au sein de la municipalité, donc nous dire, voilà, moi, voilà mon programme, et parce que j'ai fait ce bilan-là, et je trouve que, d'accord, n'hésitez pas. Exactement, c'est le constat, et c'est de ce constat qu'est née l'envie de s'engager, le constat et les solutions, parce que ça ne sert à rien de regarder en arrière, ce qui est fait. Il n'y a pas, par exemple, une décision qui a été prise ou quelque chose qui a vraiment déclenché votre envie de vous reprendre, ou depuis le départ, depuis 6 ans, vous aviez envie déjà de... C'est une accumulation d'énormément de décisions. Ça ne peut pas se résumer à une seule. D'accord. La plus connue... Vous ne saviez pas il y a 6 ans que vous alliez vous présenter
maire cette année. Ah non, parce que l'objectif n'est pas d'être maire. L'objectif est surtout de pouvoir apporter des solutions au Biarro. Alors si ça doit passer par le fait d'avoir une équipe et d'être maire, effectivement, on passera par là. Mais il y a 6 ans, si la maire et son équipe faisaient bien le travail et répondaient aux besoins des Biarros, bien que ça continue. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Très bien, avec un esprit critique mais constructif. On le sent bien. C'est l'objectif. Donc, bon, alors là, imaginons, vous êtes maire de Biarritz, hein, voilà, sur la façade, donc, et puis accessible de votre fenêtre, il y a 3 drapeaux. Donc, le drapeau français, le drapeau basque et le drapeau européen. Donc, lorsque vous les regardez, que représente-t-il pour vous personnellement ? Et donc, aujourd'hui, bien sûr, et après 6 ans d'expérience, est-ce que vous voyez une autre vision, les voyez autrement, ces drapeaux ? Alors, le premier point que vous avez précisé, c'est que ça se voit depuis la fenêtre du bureau du maire. Vous allez me dire non. Non, mais j'aimerais surtout que la mairie soit ouverte plus largement aux Biarros. Parce qu'aujourd'hui, les Biarros ont été un peu chassés de leur propre mairie, ne peuvent plus aller voir directement les services pour répondre à cette notion de service public. Pourtant, nous, on a vu arriver Allô Madame le maire, on a vu quand même une ouverture par rapport au passé aussi quand même. Alors, vous avez vu arriver Allô Madame le maire avec 7 personnes qui sont positionnées à l'entrée pour pas non plus trop entrer dans la mairie. Il y a déjà une logique de positionnement. Peut-être que l'intérêt, là encore une fois, pour répondre aux besoins des Biarros, c'est de se dire on a effectivement besoin de recevoir les appels, les mails, etc. Mais il faut surtout des personnes sur le terrain pour aller identifier la problématique et la résoudre. Pour revenir à votre question, les drapeaux. Les drapeaux, 3 drapeaux. Évidemment, le drapeau français, c'est le respect de nos institutions, de nos règles, du débat démocratique, des différences de point de vue. Et ça, j'y attache une importance particulière à attaquer les idées, à défendre les miennes, mais jamais les personnes. Parce que c'est la base de notre démocratie, que chacun puisse exprimer son point de vue, son opinion, et le défendre comme il le souhaite. Et ça, c'est important, et c'est ça pour moi le drapeau français. Le drapeau européen, c'est le drapeau qui nous unit avec l'ensemble des pays de l'Union européenne, et c'est-à-dire que nous sommes intégrés dans un collectif, avec des obligations, mais aussi des opportunités. Et ces opportunités, elles n'ont pas été saisies pendant 6 années. Je parle d'opportunités de collaboration européenne, des opportunités d'obtention de subventions. Alors, des subventions par rapport à l'ensemble des sujets qu'on peut avoir à Biarritz, que ce soit la mobilité, le logement, la qualité des eaux de baignade. On n'a pas su aller solliciter du financement, ni même pour aller appuyer ou attirer des entreprises qui permettraient de développer un maillage économique sur la ville et qui pourrait se faire en parallèle du tourisme. Et le 3e drapeau dont vous me parlez, l'Ikurriña, forcément, c'est nos racines. C'est les 3 couleurs avec ce qu'elles représentent. Et l'Ikurriña, c'est notre histoire. Et cette histoire, on doit la respecter parce que si on veut regarder loin et donner un cap à notre ville, il faut savoir d'où on vient. Et vous voyez, Cap Biarritz, c'est le phare. Et le phare, il a les pieds plantés, il a ses racines, il sait où il est, il ne bouge pas, il sait d'où il vient et il est clair. Et finalement, cet Ikurriña, on devrait le respecter un petit peu plus pour comprendre d'où on vient, pour savoir où on veut aller. Vous parlez que ce sont des symboles en fait qui offrent des opportunités, mais ça aussi ça vous oblige à certaines contraintes. Au niveau européen ? Au niveau européen, français, la loi SRU au niveau français par exemple. Effectivement, il y a des contraintes qui nous obligent, mais est-ce qu'elles vont pas dans le bon sens ? Alors, c'est un beau débat. Difficile à atteindre, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire. Si on veut parler de cette fameuse loi SRU au niveau français, donc l'obligation d'avoir des logements, 25% de nos résidences principales en logement social, donc il nous en manque 2300 à Biarritz aujourd'hui, c'est le chiffre. Il faut regarder les données. Et les données, c'est 25 000 habitants à Biarritz pour 25 000 logements. Donc quand on entend on manque de logements à Biarritz, il faut construire, mais moi je dis non. La solution n'est pas la construction. Et pourtant... La solution est d'aller récupérer du logement. Récupérer ce logement, c'est le bon usage du logement. Et le bon usage, il passe par l'utilisation de cette pénalité SRU, parce que puisqu'il nous manque du logement, on paie 2,5 millions d'euros d'amende par an. Cette somme peut être utilisée pour aller préempter, c'est-à-dire racheter des biens des personnes qui ont décidé de le vendre. Et vous savez, il y a ce fameux délai de préemption, 3 mois, entre le moment où il y a l'accord entre l'acquéreur et le vendeur, avant
que l'acquéreur puisse être définitivement propriétaire. Et dans ce laps de temps, la mairie peut se positionner pour racheter le bien, c'est-à-dire au lieu de verser une amende, eh bien on investit pour les biarros. Et là, la mairie peut mettre en location à l'année, aux conditions du social, et définir à qui elle attribue ces logements. Et ça, c'est important, c'est-à-dire à des travailleurs, à des personnes qui sont mal logées, parce que le non-logement, c'est aussi le mal logement. Des personnes qui sont mal logées, des personnes qui ne peuvent pas déménager, parce que leur condition de revenu ne permet pas de déménager, eh bien c'est attribuer ces logements aux biarros. Donc en fait, si je comprends bien, le SRU n'oblige pas à la construction. Ah non, elle oblige au logement social. Elle oblige à avoir un quota de 25% Mais là, de logements sociaux. On va en parler tout à l'heure, parce qu'on va parler aussi de loger les biarros, grand sujet, voilà, qui domine en fait l'actualité depuis un petit moment. Donc les contraintes européennes, alors on parlait des contraintes, que les drapeaux symbolisent aussi certaines contraintes. Nous ici à Radio Biarritz, on a suivi, bien sûr, on soutient le mouvement des paysans, des producteurs locaux, et dès qu'il y a une initiative pour favoriser les producteurs locaux, on essaie d'être là et de soutenir. Et donc du coup, et on s'est bien rendu compte que les producteurs, en fait, subissaient en fait ces normes et ces lois européennes transposées en loi française, voire carrément maintenant, ça vient directement de l'Europe, avec des contraintes, des effets indirects, certes, peut-être pas, j'espère pas attendus, mais voilà, on a parlé tous ces derniers temps des lois qui obligent l'État à acheter mettons, toute notre viande à l'étranger. C'est au détriment de nos producteurs, donc c'est aussi très contraignant, et ça a un impact aussi sur le local, puisque du coup, quand on parlera d'habitabilité, ça fait partie aussi de la santé des Français, des biarros, bien se nourrir, etc. Donc il y a des contraintes, on va pouvoir peut-être en parler comme ça, vous pourrez faire le parallèle. Ouais, mais alors, sur ce sujet de l'alimentation, eh bien... moi, je suis candidat à la mairie de Biarritz, pas pour être député européen, même s'il faut avoir du lien avec l'ensemble des élus. La mairie a la main sur un sujet qui est important et qu'on a trop souvent mis de côté, c'est l'alimentation, et l'alimentation au niveau de la cuisine centrale, la cuisine générale. Puisqu'on a quand même des personnes, des collaborateurs à la mairie, des travailleurs de la mairie, qui travaillent à cette cuisine générale, cette cuisine centrale, pour aller fournir les repas pour les écoles, pour les EHPAD, et finalement pour nourrir la population. Et aujourd'hui, on a la main pour aller choisir quel produit on veut prendre. Il y a des lois, il y a la loi Egalim là-dessus, mais il y a aussi le bon sens. Et se dire, est-ce qu'on ne peut pas privilégier les circuits courts dans nos appels d'offres ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des labels bio, organiques, certains types d'agriculture pour aller justement aider nos producteurs locaux ? Et bien ça fait partie d'ailleurs un de nos engagements, de rendre la cantine centrale, la cuisine centrale, en alimentation 100% biologique à partir de mars, quand nous serons élus. En priant pour qu'il reste toujours des producteurs locaux pour nous fournir. Chacun fait sa part, et la part de la mairie, c'est de... Et une municipalité, je pense qu'elle a un grand rôle à jouer. Absolument. Et c'est pour ça que nous ferons ce travail d'aller les soutenir en ayant un marché avec eux pour aller alimenter notre cuisine. Très bien. Donc là, on parle bien sûr, on n'est pas tout à fait dans l'ordre des questions, parce qu'en fait, tout est lié. C'est le plaisir du débat, ça. Voilà, tout est lié. Donc, on comprend bien que dans votre discours au démarrage, vous visez quand même l'intérêt des biarros. Voilà, avant tout. Et peu importe les cadres parce que s'il y a des cadres qui peuvent mettre à mal un peu la vie des biarros et tout ça, vous serez devant quand même pour protéger les biarros. Si on parle si par exemple, imaginons que le préfet, on parle toujours de la loi SRU, le préfet décide, non, maintenant ça fait trop longtemps que vous n'êtes pas dans les clous, maintenant je prends la main sur le logement, vous faites quoi ? C'est pour ça qu'on veut agir, voilà. pour démontrer qu'on va dans le bon sens, parce que malheureusement, trop peu de choses ont été faites durant le mandat passé. D'accord. Et nous voulons prendre la main. Mais donc prendre la main, c'est l'utilisation de cette pénalité, démontrer au préfet, mais c'est pas juste pour le respect de la réglementation. Ce qui m'importe d'abord, c'est de pouvoir loger les biarros. Si en plus on peut respecter la réglementation, tant mieux. Mais démontrer au préfet qu'on met en place des efforts pour pouvoir loger la population aux conditions du social.
Très bien. Bon, le diagnostic, on a un petit peu fait un diagnostic sur l'immobilier, mais on va creuser un peu tout ça au fur et à mesure. Donc, Biarritz jouit d'une notoriété et d'atouts incontestables. Hein, voilà, on est heureux d'habiter à Biarritz, tout le monde le dit. Voilà. Après 6 ans dans l'opposition au conseil municipal de la ville, quel est votre diagnostic? Pensez-vous que la situation des Biarros s'est améliorée? Apparemment, ça a l'air d'être non, pas du tout. C'est pour ça que vous êtes engagé. Je réponds un peu pour vous, mais vous avez bien par rapport à ce que vous avez dit, c'est ça? Ouais, vous avez bien cerné. Vous savez, si on a lancé le mouvement Cap Biarritz, c'est parce qu'on a une mairie qui est à la dérive. Elle est à la dérive carrément budgétaire, ouais, il faut le dire. Dérive budgétaire, et les chiffres sont là. Dérive budgétaire avec l'augmentation des charges de personnel, qui sont passées de 20 à 30 millions d'euros en 6 ans. C'est 10 millions d'euros qu'on ne va pas investir pour des infrastructures pour les Biarros. Alors comment ça a été financé? C'est une autre dérive. C'était pas nécessaire pour vous? Je pourrais y revenir juste après. Ouais. Mais comment est-ce qu'on a financé ces 10 millions? Eh bien, on a revendu le patrimoine des Biarros. On a revendu la Villa Fall, l'auberge de jeunesse, la police municipale, et on est en train de revendre le plateau Aguilera. Tout ça pour pouvoir financer des erreurs de gestion. La qualité de vie ne s'est pas améliorée. Évidemment, quand on dépense trop dans le fonctionnement, on n'a pas d'argent à investir pour l'entretien courant, pour la propreté, pour l'esthétisme, pour les infrastructures routières, pour des trottoirs adaptés, et pas non plus pour l'assainissement, malheureusement, qui est aussi le parent pauvre de ce mandat. Alors, pour revenir à votre question sur l'augmentation des charges de personnel, on peut se dire, bon, ça peut être une bonne chose, hein. On a plus d'agents, on répond mieux aux services publics. La réalité est tout autre. Vous savez, il y a des catégories de personnel dans une municipalité, catégories A, B et C. Pour faire en simple, les catégories A sont les cadres, les catégories C sont les techniciens. Finalement, les catégories A, on les retrouve majoritairement dans les bureaux, sur l'administratif, et il faut de ces personnes compétentes pour faire le travail. Mais ces catégories A, elles, ont augmenté en équivalent temps plein de 38%. 38% en 6 ans. Alors que les catégories C, une personne qu'on voit à l'entretien, des voiries, des bâtiments publics, de la collecte des déchets, du service des espaces verts, eh bien leur effectif à eux a augmenté en 6 ans de 2%. Vous voyez, finalement, augmenter des charges de personnel, si on répond mieux aux besoins du service public, aux besoins des Biarros, c'est une vision politique, et pourquoi pas? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé à un des derniers conseils municipaux, où on a décidé d'aller recruter un avocat de droit privé au sein de la mairie. Est-ce qu'on répond réellement aux besoins des Biarros en faisant ça? Je ne suis pas certain, d'autant plus qu'à côté, on va continuer à avoir des contrats externes, évidemment, avec des cabinets d'avocats, puisqu'il y a des sujets à défendre au sein d'une municipalité. C'est quoi la priorité absolue? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans votre constat? La qualité de vie en général. La qualité de vie, et si on veut aller de manière très spécifique, on aime bien me parler de mobilité. Alors c'est vrai, la mobilité en voiture, en vélo, mais la première des mobilités, c'est la mobilité piétonne. Et aujourd'hui, on peut le constater dans de nombreux quartiers, eh bien, les trottoirs ne sont pas de qualité suffisante, mettent les personnes dans des situations dangereuses. Alors je ne parle même pas quand on est avec une poussette ou bien en situation de handicap, où là ça devient complètement impossible de circuler. Eh bien là-dessus, il faut investir. Mais vous vous doutez bien que quand on dépense 10 millions par an supplémentaires en charge de personnel, c'est compliqué d'investir dans ces infrastructures. On n'a pas l'argent pour le faire. Donc ça, c'est une des priorités. La propreté, évidemment. Le sujet de la sécurité, parce qu'on a une chance à Biarritz, c'est qu'on est dans une ville qui, quand même, on a une augmentation quand même assez importante des incivilités, des infractions, des délits. Mais il faut surtout garder tout ça sous contrôle. Et aujourd'hui, c'est en train de dériver. Et il faut rattraper la situation avant qu'elle soit incontrôlable. Et ça, c'est quand même un sujet qui est important et qui inquiète tout le monde. Ça, c'est les sujets du quotidien, et ce dont parlent les Biarros, évidemment. Alors après, quand on regarde sur du plus long terme, il y a le sujet de l'avenir du plateau Aguilera, que moi je veux être... Là, on est en train de tout balayer là, rapidement. Vous allez plus vite que moi. Voilà, je vous fais les points principaux, ouais. On pourrait y revenir juste après. On va y retourner, parce que là, en fait, ce qui m'intéressait, c'est quel était vraiment ce qui vous inquiétait le plus, qu'il faut vraiment, s'il y avait un point à faire, c'est celui-là en priorité, ce serait lequel? Vous savez, il y a 35 élus, donc il y a au moins 35 points à avoir, donc difficile de vous répondre comme ça, et c'est pas juste le maire qui décide. Mais si on doit en retenir, effectivement, c'est le quotidien des Biarros avec la mobilité piétonne, la salubrité de manière générale. De manière générale. Donc, là, vous avez abordé un peu des thèmes
d'immobilier à Biarritz, de gestion des ressources. Donc on y va. C'est notre sujet de maintenant. Donc Biarritz dispose d'un patrimoine exceptionnel, mais fragile. Et notamment en termes de gestion, et même on peut le perdre pour des raisons justement de gestion. Vous venez de rappeler qu'il suffit de pas grand-chose pour perdre des fleurons de la ville. Donc bien sûr l'hôtel du Palais, mais les plages aussi c'est un fleuron, c'est l'hippodrome aussi des fleurs, c'est un super terrain, les golfs, voilà, etc., etc. Et un plateau aujourd'hui dédié au sport, le plateau d'Aguilera. Voilà, comme ça, je rebondis sur ce que vous venez d'essayer d'aborder avant que je vous interrompe. Voilà, donc dédié au sport, c'est le plateau d'Aguilera. Et au cours de cette mandature, vous avez fait un recours au tribunal administratif. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce recours au tribunal administratif ? Si vous pensez que ça peut aboutir, voilà, et est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que ça en est voilà. Exactement. Alors, sur le projet tel qu'il était présenté par la majorité, le projet Aguilera, vous savez, il y a eu 2 enquêtes publiques, dans lesquelles eh bien, les Biarros ont été consultés pour donner leur avis, à la fois eh bien, sur la mise en constructibilité et dans un second temps sur la cession, la sortie du domaine public vers le domaine privé des parcelles d'Aguilera. Par 2 fois, les Biarros se sont exprimés largement défavorablement à ce projet. Et pourtant, on assiste à un passage en force de la majorité, de la mairie, qui s'entête et qui a décidé, et c'est là le point de détail et qui est l'objet de mon recours, de lancer un appel à projet. Alors un appel à projet, c'est un peu technique, mais il faut bien le préciser, c'est important, n'est pas une procédure du code de la commande publique. Alors, quand on fait un appel à projet, on n'est pas censé avoir un cahier des charges précis. Généralement, on lance un appel à projet quand on a un projet artistique, en disant, voilà, j'ai un mur, j'aimerais bien le peindre, faites-moi des propositions, il n'y a pas de cadre, juste les dimensions, allez-y. Et bien finalement, c'est avec le même sérieux que le projet Aguilera a été lancé. Et comme ça ne répond pas au code de la commande publique, eh bien on peut s'affranchir, et c'est ce qui s'est passé. Madame Arostegui s'est affranchie de la commission d'appel d'offres, de la consultation des élus d'opposition. Et donc, eh bien, on s'est retrouvé devant le fait accompli en disant, voilà, il y a eu des candidats, on retient celui-ci. Mais les élus d'opposition n'ont jamais été consultés. Et c'est sur ce point précis que j'ai attaqué au tribunal, fait un recours au tribunal administratif, en demandant la requalification de l'appel à projet en commande publique, en marché public de travaux, puisqu'il s'agit, à mon sens, réellement d'un marché public de travaux, puisqu'on demande à un groupement d'entreprises d'aller réaliser 250 logements, dont 150 logements en social, dans des conditions bien précises de hauteur, d'urbanisme et de manière architecturale. Et donc je me suis opposé, j'ai été au tribunal et le recours est en cours d'analyse au niveau du tribunal administratif. Vous pensez que ça peut aboutir Il n'y a aucune raison qu'il n'aboutisse pas, parce qu'il y a des jurisprudences là-dessus, et que sur un projet d'aménagement urbain en vue de construction de résidences immobilières, eh bien, il y a quand même de fortes chances que j'obtienne gain de cause. Là, il en est où le dossier En cours d'analyse au tribunal administratif. Et donc, du coup, votre projet pour Aguilera ? Du sport. Du sport, que du sport. Je ne peux pas faire plus clair. Il nous faut des infrastructures sportives à Aguilera. Du sport, pourquoi ? Parce qu'à Biarritz, il faut qu'on puisse y naître, y grandir, faire du sport amateur, professionnel, du sport aussi de bien-être. Et donc à Aguilera, il nous faut une piste d'athlétisme. Une piste d'athlétisme de 400 mètres, aux normes, une vraie piste d'athlétisme. Il nous faut aussi des infrastructures qui montent en niveau toutes ensemble. Vous voyez, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse aller lancer un projet de création de nouvelles infrastructures sans réfléchir à la mise à niveau de certaines infrastructures existantes. Il faut garder du budget et de la possibilité d'aller financer des infrastructures qui existent déjà. Je parle des tennis, qui dans quelques années auront besoin, notamment au niveau de leur couverture, eh bien, d'être rénovés. Il faut avoir ce projet dans cette globalité en offrant des infrastructures, là aussi pour d'autres associations dont on parle un peu moins, mais qui sont bien présentes et qui n'ont pas les infrastructures adaptées. La gym, les sports de combat. Pour le basket, pour l'instant, ça va, mais on n'est pas encore au top. Il pleut quand même dans la salle de basket. Donc, il faut quand même remettre les choses à leur place. Et donc, c'est un projet
plein de bon sens, qui répond aux besoins des Biarros. Et quand on a des infrastructures sportives et qu'on a une clinique juste en face, eh bien, il nous faut quoi ? Il nous faut du parking. Et ce parking, aujourd'hui, on me propose d'aller le faire en parking souterrain. Mais vu la situation financière que je vous ai décrite, on n'a pas les moyens d'aller faire un parking souterrain. Ça coûte extrêmement cher. Et moi, je veux que la mairie de Biarritz garde la main sur la construction d'un parking. Pourquoi ? Pour qu'on puisse garder la main, eh bien, sur la tarification de ces parkings. J'ai pas envie de construire un parking pour qu'après, l'exploitant nous dise, comme au centre-ville, et comme ça a été renégocié, c'est quasiment 3 € de l'heure, venez taper la balle, venez courir ou allez vous faire soigner. Ça, c'est pas acceptable. Et répondre aux besoins des Biarros, eh bien, c'est ça. C'est avoir la possibilité de se garer à des tarifs qui soient acceptables, possibilité d'aller profiter de l'offre de santé et surtout donner un modèle économique au BOPB, parce qu'aujourd'hui, on se plaint de donner trop d'argent aux BO, mais il faut les aider, et il faut les aider de manière sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut leur donner un modèle économique durable, pérenne, et ça passe par des infrastructures, notamment par la construction d'une tribune à l'ouest, non pas pour accueillir plus de monde dans le stade. En gros, vous laissez la destination de ce plateau au sport. Absolument. Vous réaménagez pour qu'il y ait plus de sport, pour accueillir plus de sport. Et vous réaménagez aussi le stade du rugby du BO. Alors par étapes, c'est pour ça d'abord une tribune. Et vous intégrez un parking. Et il y a un parking, effectivement. Et un parking. Ouais. Voilà. Parce ça fait partie de l'habitabilité. Là, on était j'aimerais aussi avoir votre point de vue sur l'hôtel du Palais, qui fait partie aussi de nos fleurons. Je me permets juste sur Aguilera, oui, un point précis. Si on veut faire cette tribune, c'est pour pouvoir y accueillir des concerts. En fait, c'est la densification d'usage. On a une pelouse synthétique. On n'a pas de match entre le plus tard possible, j'espère, qu'on fasse les phases finales, mais mi-juin jusqu'à août, on va dire, avant de la reprise des entraînements. On a un plateau, en tout cas un terrain sur le terrain d'honneur qui n'est pas utilisé. On peut utiliser, eh bien on peut y accueillir des concerts. Et pour ça, il nous faut évidemment une tribune qui protège du soleil, du vent de l'ouest, avec évidemment les loges, tout ce qu'il faut pour accueillir les artistes, et du parking à proximité pour réaliser les concerts. Et ça fait partie du modèle économique pour le BO. Bon, en tout cas, c'est donc l'hôtel du Palais, parce qu'on était dans le chapitre, le patrimoine de Biarritz, donc des Biarros, hein, pour faire vite. Donc l'hôtel du Palais, pour vous, ça en est où ? C'est quoi votre bilan ? Parce que vous étiez auprès des dossiers. Il est important de repréciser le contexte de ce qu'est l'hôtel du Palais. Parce que finalement, on a manqué de transparence et d'explication aux Biarros durant les 6 dernières années. Les murs de l'hôtel du Palais appartiennent à la mairie de Biarritz, aux Biarros. Nous en sommes propriétaires. D'accord. Et il y a ce qu'on appelle la Socomix, qui est une société dans laquelle la ville est majoritaire, dans laquelle a été déposé le fonds de commerce. La possibilité d'aller exploiter ces murs. Il y a différents actionnaires, je vous dis, nous sommes majoritaires, et cette entreprise a donné un droit d'exploitation à une entreprise hôtelière qui exploite l'hôtel du Palais. Et moi, ma proposition, je suis le seul à avoir une position claire là-dessus, les murs, ce patrimoine immobilier doit rester entre les mains de la mairie, entre les mains des Biarros. Il faut arrêter de revendre les bijoux de famille, ça nous appartient, on doit le garder. On ne doit pas perdre la main dessus, dans le sens où il faut effectivement qu'on reste propriétaire. En revanche, la mairie de Biarritz n'a rien à faire dans la gestion d'un hôtel et d'un palace. Et donc, il faut finalement sortir de la Socomix, ça veut dire revendre nos parts sur le fonds de commerce, pour mettre en place un bail amphithéotique d'exploitation des murs, c'est-à-dire qu'on transfère les responsabilités d'entretien des murs à l'amphithéâtre, et finalement, la société qui va aller exploiter l'hôtel du Palais, et nous en restons propriétaires tout en récupérant, cette fois, le loyer. Parce qu'aujourd'hui, dans l'exploitation du Palais, on n'a reçu qu'une seule fois le loyer de la Socomix et donc de l'exploitation par la société hôtelière. Mais bon, la Socomix, il y a des membres de la municipalité dans la Socomix. Oui, exactement. La présidence est détenue par le maire ou la maire de Biarritz. Et des privés. Et des privés, effectivement. Ok, une histoire à suivre. C'est un feuilleton, l'hôtel du Palais. C'est un feuilleton, aussi, mais il faut être clair là-dessus. On peut aller consulter, on peut prendre le temps. C'est vrai, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas besoin d'aller le faire dans les mois qui arrivent. Mais sur le mandat, parce qu'à force qu'il n'y ait plus d'urgence, ça devient urgent. Eh bien, dans les années à venir, durant le mandat,
va falloir prendre une décision. Et cette décision, elle est claire, c'est garder les murs et sortir de la Socomix. Donc, et puis, l'Hôtel du Palais est un patrimoine historique qui fait partie de la culture, de l'histoire de Biarritz. Et donc, du coup... Imaginez si on perd la main là-dessus. Qu'est-ce que ça pourrait devenir ? On n'a aucune garantie derrière. Oui, ça, c'est à suivre, on va dire. Exactement. C'est à suivre. En plus, bon, ça me permet de parler de culture aussi. Biarritz est une ville très touristique. Voilà, comment faire la part des choses entre justement préserver ce patrimoine, la préservation de ce patrimoine, de cette culture, et puis une économie qui est quand même basée assez sur le tourisme. Donc, comment ne pas succomber aux sirènes, comment on peut faire ? Alors, il faut piloter le tourisme. Et le pilotage, il passe par la reprise en main d'un outil qui existe, qui est l'Office du tourisme, Biarritz Tourisme. Il faut reprendre la main dessus pour aller piloter des actions commerciales. Des actions commerciales qui sont fortes et qui vont nous permettre à la fois de travailler sur du tourisme d'affaires, pour le renforcer. Du tourisme d'affaires, ce sont des entreprises, des comités de direction, des séminaires, qui est un tourisme de qualité qui se fait hors saison estivale, majoritairement, qui apporte relativement peu de nuisances et qui, il faut dire, apporte une activité économique qui est intéressante. Le deuxième point, c'est travailler sur l'attractivité d'un point de vue du tourisme de loisirs. Et ce tourisme de loisirs, il faut arrêter de le subir, il faut le piloter. Et le piloter, ça veut dire aller chercher des destinations qui correspondent à notre image et à notre saisonnalité. Vous savez, au mois de juin, les pays scandinaves, la Suède notamment, sont en vacances. C'est leurs vacances scolaires. Pourquoi est-ce qu'on ne les proposerait pas de venir, puisqu'on a aussi la main et la possibilité d'aller discuter avec les compagnies aériennes pour ouvrir des lignes, avoir des lignes, vers ces pays, pour que les touristes viennent avec une sensibilité environnementale, une sensibilité écologique, une sensibilité sur les mobilités, sur la tradition, la culture qu'on a au Pays Basque, et pour avoir une activité touristique qui serait lissée. Mais arrêtez d'avoir une activité touristique qui s'oppose à l'intérêt des Biarros. Aujourd'hui, malheureusement, trop de Biarros me disent « je ne vais plus au centre-ville l'été parce que j'arrive pas à me garer, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'on ne peut plus circuler ». Et ça, c'est dommage parce qu'on se retrouve avec une situation où Biarros et touristes s'opposent. Et il faut arrêter avec ça. Ça veut dire qu'il faut apaiser le tourisme, le lisser et donner des priorités aux Biarros, et notamment sur le sujet du stationnement. Donc apaiser le tourisme, prioriser les Biarros, ok, mais comment prioriser les Biarros ? Parce que vous avez donné quelques contraintes que nous subissons, hein. Notamment on parlait des parkings tout à l'heure, donc comment se garer l'été, comment ne pas avoir autant de PV que les touristes, comment en gros, parce que ça fait partie d'une des questions, faire bénéficier cette manne touristique, faire bénéficier les Biarros de cette manne touristique. Alors, voilà. Mais effectivement, le tourisme rapporte de l'argent à la ville et ça devrait bénéficier aux infrastructures pour les Biarros. Et notamment sur le sujet du stationnement, qui est un sujet important, c'est qu'aujourd'hui, le constat est que 4 Biarros n'apportent aucun intérêt ou aucun avantage en termes de stationnement en centre-ville. Vous, moi, on va au centre-ville, on veut se garer, c'est le même prix que si on était visiteur. Et ça, je pense que c'est dommage et c'est ce qui fait que les Biarros coupent avec le centre-ville. Ils vont de moins en moins et n'ont pas envie d'y aller l'été. Donc il faut regarder ce qui se fait par ailleurs dans d'autres villes. Et d'autres villes l'ont réalisé. C'est le cas pas très loin, à Anglet, ça a été fait à Bayonne, avec des zones où tout le monde peut se garer à un tarif. Par contre, effectivement, les Biarros, eux, peuvent se garer gratuitement. Et la proposition, elle est simple, elle est inspirée de données réelles, c'est que le temps de stationnement moyen, c'est 2h30. C'est assez logique, c'est le temps d'aller faire une course, d'aller au resto, de se promener. Eh bien, nous, ce qu'on va nous proposer, c'est que le stationnement soit gratuit pendant 2h30 pour les Biarros, afin qu'ils réinvestissent le centre-ville. Ça, c'est le sujet sur le stationnement de surface. Le stationnement souterrain, malheureusement, c'est notre erreur du mandat. Eh bien, le contrat d'exploitation des parkings souterrains, a été redonné à une entreprise. Et malheureusement, on a perdu la main sur la tarification. Et vous le savez, maintenant, c'est pas loin de 3 € de l'heure, que vous soyez Biarros ou non. Eh bien, nous, en 2029, à la fin du contrat, eh bien, nous allons reprendre la main, encore une fois, pour pouvoir avoir des tarifs adaptés aux Biarros, aux événements, aux riverains, évidemment, parce que les riverains, eux, ne peuvent plus se garer. Ils ne prennent plus d'abonnement. C'est aussi les données, ils ne prennent plus d'abonnement en souterrain. Les commerçants, les travailleurs,
et que finalement on ait du parking qui soit adapté, puisque ce sont les biarros qui, quand même, il y a 30 ans, l'ont payé. Donc, vous dites que la mairie peut reprendre la gestion des parkings. Il n'y aura pas de contraintes ni de la communauté d'agglomération. Ils nous appartiennent. Ils nous appartiennent à nous, ville de Biarritz, et en 2029, le contrat s'arrête. D'accord, il n'y a pas une obligation de mettre en concurrence comme... Si on décide de le reprendre en régie, il n'y a aucun problème. Très bien. Donc là, on va passer à un sujet important. Donc on a plus ou moins élaboré, c'est tout ce qui est habitabilité, commerce, logement, on en a parlé, voilà. Mais santé, on a parlé un petit peu. J'aimerais qu'on creuse davantage ce côté santé des biarros, et notamment à travers la place. En fait, vous avez parlé de réhabiliter, disons, de mettre un 100% produits bio ou produits locaux. C'est produits bio ou produits locaux pour les... Alors, c'est produits bio, ça, parce que le code de la commande publique nous le permet. D'accord. Le code de la commande publique ne peut pas mettre en place un élément de différenciation par rapport à la localisation. Par contre, il existe des labels de circuit court et on peut demander des labels. Les labels, c'est possible. Oui. Très bien. Circuit court, ça veut dire jusqu'où ? C'est relatif. Ah ouais, ça je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur des labels qui existent, locaux, effectivement, pour dire on intègre ce critère dans la sélection des offres. Donc nos enfants sont à l'abri déjà. Donc s'ils sont en bio et puis en local, ça sera bien. Après pour tous les autres biarros, on va dire, c'est vrai que la santé, on est assez gâté en termes de population médicale. Même si c'est de plus en plus difficile, mais un peu comme toute la France, de prendre des rendez-vous chez les spécialistes. Mais bon, on est quand même assez bien doté. C'est pour ça qu'il faut garder l'accessibilité à la clinique, parce qu'on a la chance quand même à Biarritz, oui, pour une ville de 25 000 habitants, d'avoir une clinique. Et si, vous ne la laisserez pas partir si... il ne faut surtout pas la laisser partir. Si on veut penser l'avenir, il faut effectivement penser à l'installation ou au maintien des jeunes, des familles, parler des crèches, des écoles, des cantines, etc., du sport, mais aussi de tout le cycle de vie. Finalement, quand on est maire, on doit penser à l'ensemble du cycle de vie, du début à la fin. Et on a tous besoin, à un moment donné, d'accès aux soins. Et si on va construire 250 logements en lieu et place d'un parking, eh bien cette clinique, elle est en danger, en risque, et moi je ne veux pas faire porter ce risque par les biarros. Donc du coup, on continue sur je sais pas, et pourtant, c'est pas l'heure de manger, mais j'ai faim. Ça me donne faim de parler de producteurs locaux. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'aurais souhaité savoir quelle place vous accordez aux producteurs locaux au cœur de la ville. Est-ce que pour vous, c'est important que les producteurs locaux viennent en ville, s'installent en ville, que la ville s'organise autour d'eux? Parce que c'est bien de vouloir acheter... faire les appels d'offres pour avoir du bio, etc. Mais nous, on pense que c'est mieux de faire venir les producteurs locaux qui nous vendent en direct leurs produits en ville. Comment vous voyez un peu ce sujet ? Vous savez, quand je discute avec eux sur les marchés, ils ont déjà une difficulté, un premier frein, qui est l'accessibilité et le stationnement pour venir sur les marchés. Ça, c'est le premier sujet à régler avec eux. Et la mairie ne doit pas dire « c'est comme ça » et ça ne bouge plus. On doit les discuter ensemble. Mais ce qui a manqué pendant 6 ans, c'est l'échange, la discussion pour trouver des solutions ensemble. Parce qu'effectivement, on a une population à Biarritz qui consomme, qui a très certainement envie de consommer des produits locaux. Et donc, il faut que ces producteurs puissent trouver la place, l'accessibilité pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, s'assurer effectivement, déjà dans un premier temps, que ce soit des producteurs. Par contre, la mairie a aussi la main sur un sujet qui est important, qui est le sujet de la production alimentaire sur Biarritz. À Biarritz, on parle souvent d'une potentielle ferme urbaine entre Biarritz, Bidart. Il ne faut pas oublier qu'à Biarritz, il reste un producteur fermier, M. Penn, qui est à côté de l'aéroport, en face de la déchetterie. La vie faisant, effectivement, la production diminue petit à petit. Et il faut aller réfléchir sur ces parcelles, à aller aider le dernier agriculteur de Biarritz pour à la fois, effectivement, produire du maraîchage. Ça, c'est évidemment pas nourrir toute la population, mais aller réinstaller du maraîchage, aller aider un agriculteur et surtout en faire, pour le coup, une ferme pédagogique à destination des écoles. Et l'histoire est assez intéressante parce que mon grand-père me racontait qu'à la place de la déchetterie qui est là, en fait, c'était le potager du palais.
Et donc, le projet, c'est d'aller réinstaller le potager des Biarrot en face de la déchetterie et pas, comme le projet qui est dans les tuyaux, qui j'espère ne verra pas le jour, d'extension de la déchetterie sur les dernières terres agricoles Biarrot aujourd'hui exploitées. Ah, c'est un projet, ça, en cours. On entend parler. J'aimerais avoir plus d'informations. Malheureusement, c'est pas parce que je suis scoop, conseiller là, municipal que j'ai plus d'informations, mais en tout cas, il y a des discussions là-dessus. Très bien. On a parlé rapidement des logements. Distinguez-vous le logement social, le logement pour les Biarrot actifs? Est-ce que c'est une priorité pour vous, le logement des Biarrot? Je pense que... C'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, les travailleurs, les personnes âgées, les jeunes, n'arrivent plus à se loger à Biarritz. Mais si on veut penser une ville, une vision de société ensemble, il faut pouvoir se loger. Et donc, mes propositions sont très concrètes. À Biarritz, on est la ville la plus dense du département en nombre de logements par kilomètre carré. Donc à partir de là, il ne faut plus arrêter de se dire il faut construire. Il y aura peut-être de la construction, mais à la marge. Il y a plusieurs solutions et la principale, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le rachat de biens lors des ventes. À Biarritz, il y a environ 700 ventes par an. 700 ventes sur lesquelles la ville peut se positionner avec cette enveloppe de 2,5 millions d'euros, c'est-à-dire à coût zéro. Nous, on veut aller plus loin, puisqu'on propose la création d'une foncière, une foncière publique, qui est une entité dans laquelle on va aller chercher des actionnaires, dans laquelle la ville sera majoritaire, pour aller faire un mécanisme de levier et avoir un capital d'entrée plus important, et dans lesquels tous les ans, la mairie mettra ses 2,5 millions d'euros pour aller acquérir des biens, dont la ville, via la foncière, sera propriétaire et pourra attribuer les logements directement aux Biarrot. Donc, vous allez acquérir les parkings, acquérir un maximum de biens, en tout cas acheter des biens privés, les logements, des logements, des appartements, pour éviter des de maisons qui sont en indivision. Vous savez, il y a 450 logements qui sont vacants à Biarritz. Il faut discuter avec ces indivisions pour les récupérer, les rénover et les remettre en location à l'année. Et les propriétaires qui ne veulent pas vous vendre leur appartement, vous ferez quoi pour eux, pour les inciter à louer? Alors, il faut bien, pour ça que c'est important de préciser ce qu'est la préemption. La préemption, c'est un vendeur qui discute avec un acquéreur, ils se mettent d'accord sur un prix. Donc c'est-à-dire que le vendeur, le propriétaire actuel, est d'accord pour vendre à un prix qui est négocié avec l'acquéreur. Et bien la mairie vient se mettre au prix discuté et dire « Désolé pour l'acquéreur, mais la mairie va le racheter ». Donc le vendeur ne peut pas se retirer, enfin il peut toujours, mais il n'y a aucun... à moins qu'il ait changé d'avis. Oui. Mais il avait l'intention de vendre son bien. Nous, on ne va pas aller récupérer des logements à des personnes qui n'ont pas l'intention de le vendre. Nous, on veut aller voir les personnes qui vendent leurs biens. Parce que c'est bien, après, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont devenir des résidences secondaires? Est-ce qu'ils vont devenir des Airbnb? Nous, on veut protéger tout ça et se dire, on va en racheter certains pour les mettre en location à l'année. Et vous savez, quand on va loger des Biarrot, des travailleurs Biarrot, on règle aussi une deuxième problématique, qui est la problématique de la mobilité. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire comprendre à un Biarrot ou une Biarrotte qu'on peut se déplacer à pied, en navette, en vélo, en bus, quand on a son lieu de domicile qui est dans la même ville que son lieu de travail. Et finalement, c'est là où on va résoudre les problèmes. Vous savez, c'est que du bon sens et du pragmatisme qu'on propose. Bon, on a bien sûr les propriétaires qui vendent, mais il y a ceux aussi qui louent, qui aimeraient bien louer en Airbnb, qui sont un peu coincés par les règles. Voilà. Et puis il y a ceux qui ne louent pas, parce qu'il y a des appartements vacants qui ne se louent pas à cause des contraintes réglementaires. Vous voyez, les contraintes, ça empêche beaucoup de choses. Là, vous pensez pouvoir agir pour inciter les propriétaires à relouer leur appartement? Ça, c'est ce que je viens de vous présenter, c'est uniquement un des axes. Il n'y a jamais de réponse unique. C'est toujours un ensemble de solutions. Notre approche, effectivement, qui va en parallèle, celle que je viens de vous présenter, c'est l'incitation à la location à l'année. Aujourd'hui, on a un règlement Airbnb anti-Airbnb qui a été mis en place. Mais en fait, il est imparfait. Il est imparfait parce qu'on a empêché la location saisonnière de résidences secondaires sans accompagner ces propriétaires vers la location à l'année. Mais pourquoi? Parce qu'on ne les a pas écoutés, tout simplement. Parce que quand moi je discute avec les propriétaires, ils me disent quoi? Ils me disent, écoutez, moi j'ai peur de ne pas avoir le loyer payé. J'ai peur qu'à la fin du bail, mon appartement soit dans un mauvais état. Et troisième point, ils me disent, la fiscalité est plus intéressante en location saisonnière qu'en location à l'année. Et donc sur ces 3 points, des propositions. La première, et ça est fait dans certaines villes, Lille a été la première ville à le faire, c'est la prise en charge par la mairie de la garantie loyer impayé pour les propriétaires qui jouent le jeu de louer à l'année. La prise en charge de la garantie de remise en état de l'appartement ou du bien à la fin du bail avec l'appui juridique.
parce que c'est souvent ça le plus dur. Et troisième point, la fiscalité. On entend toujours dire on ne peut rien faire. C'est vrai, on n'est pas parlementaire, donc on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, la ville peut exonérer de taxes foncières pendant 6 ans le propriétaire qui joue le jeu de louer son appartement à l'année. Donc vous voyez, il y a des possibilités d'accompagnement, d'incitation, mais il faut jouer sur les deux aspects. Il y en a d'autres d'ailleurs, la récupération des logements vacants en fait partie, la mise en place d'un guichet unique pour accompagner les propriétaires à la rénovation énergétique de leurs biens pour pouvoir le louer l'année. Vous voyez, c'est un ensemble de mesures qui vont nous permettre de remettre sur le marché des biens à destination des Biarros. Vaste chantier, celui de faire loger les Biarros. Et ô combien important. Et combien important. Donc je reste dans l'habitabilité, mais c'est vrai qu'il me reste encore quelques points à traiter, parce que c'est des sujets importants. À Biarritz, on se sent bien, il y a le bien-être dans tous les coins de rue. L'eau de baignade, c'est un sujet aussi important pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait suffisamment? Comment faire? Est-ce que vous avez une idée ou pas? Ou est-ce que pour l'instant vous attendez de voir les résultats de ce qui a déjà été mis en place? J'ai pas besoin puisque rien n'a été fait. Ce qui se passe, c'est que au niveau des investissements, vous savez, dans les 6 dernières années, il y a des stations d'épuration au niveau de l'agglomération qui ont été rénovées, agrandies. À Biarritz, ça n'a pas été le cas. Il y a de l'investissement qui a été porté, 10 millions d'euros en 6 ans. Alors que les villes communes voisines, on parle de 35 et 45 millions d'euros pour Saint-Jean-de-Luz avec les travaux qui vont démarrer. Je pense que, compte tenu du fait que Biarritz est la ville, le phare touristique du Pays Basque, eh bien, on mériterait d'aller défendre nos intérêts et d'aller travailler sur le sujet de l'assainissement. Travailler sur le sujet de l'assainissement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses pas forcément très sexy, mais ça veut dire aller changer nos pompes de relevage pour être certain que tout arrive à la station d'épuration. Ça veut dire redimensionner notre station d'épuration parce qu'aujourd'hui, elle est adaptée en hiver, mais elle n'est pas forcément adaptée en été quand on triple à minima la population. Et surtout, elle ne dispose pas d'un système de traitement dit tertiaire, qui est un système pour éliminer les bactéries, parce que ce sont ces bactéries qu'on va les contrôler dans la qualité des eaux de baignade. Donc l'idée, c'est de passer d'un système qui est préventif, avec des pavillons qui nous disent attention, l'eau est polluée, n'y allez pas, à un système où on va aller faire du curatif, où on va aller travailler sur le sujet de la qualité des eaux de baignade pour pouvoir relarguer des eaux de qualité. Donc là, ça demande beaucoup de travaux. Ça, c'est possible, c'est jouable pendant les 6 prochaines années de faire un plan pour améliorer. Comme sur le logement, c'est pas parce que uniquement on va aller agrandir la station d'épuration ça va fonctionner, mais c'est l'ensemble de ces actions qui vont permettre. La mise en séparatif du réseau en fait partie, la désimperméabilisation en fait partie, la mise en place des pompes, l'agrandissement de la station d'épuration, la mise en place d'un système de traitement tertiaire. C'est l'ensemble de ces actions qui permettront à terme de ne plus avoir de déversement d'eau usée directement dans le milieu naturel. Encore un sujet important à Biarritz, cette eau de baignade. Et on a un autre sujet important. Il me permet, aujourd'hui, cette qualité de baignade, la qualité est mesurée durant la période estivale. Je trouve que c'est quand même, encore une fois, payé avec les impôts des Biarros, c'est quand même pas très fair-play pour le coup, qu'on n'ait pas de mesure de la qualité de l'eau en hiver. Vu les activités de baigneurs, de surf qu'on a. Oui, ça fait partie de la sécurité, de la santé des habitants aussi, qui se baignent toute l'année. On a les ours blancs. En fait, c'est une culture du bain quand même à Biarritz. Ne l'oublions pas. Il y a la notion de sécurité qui est aussi un sujet qui est très discuté. On en parle beaucoup. Avec des mesures importantes qui ont été prises par le maire actuel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bon, on a... Alors, lesquels? Les caméras, par exemple. Il y a eu des... je crois qu'il y a eu une équipe de canins, non, qui s'est mis en place. Oui, qui n'est plus là, mais oui. Mais oui. Oui, bon, voilà. Je crois que le point phare, c'était quand même les caméras. C'était la sécurité, sécuriser la grande plage, parce que les jeunes s'y retrouvent le soir, etc. Quel bilan vous faites rapidement? Alors, rapidement, est-ce que vous avez avoir des caméras, c'est une bonne chose. Mais là, avoir des caméras pour constater des faits après qu'ils soient produits, je trouve ça un peu dommage. Aujourd'hui, avec 100 caméras environ, on se retrouve dans une situation où on n'a pas assez d'agents pour aller regarder ce qui se passe et pour intervenir. Donc il faut s'appuyer sur des outils numériques qui permettent d'aller identifier des situations à risque. Ces outils existent. Vous savez, de manière générale, un opérateur peut regarder 8 écrans en même temps. Sinon, il perd son attention,
il n'est pas efficace. Donc il faut des outils qui aillent finalement alerter, attirer l'attention de l'opérateur, de la police, pour pouvoir envoyer une équipe. Envoyer cette équipe, ça veut dire avoir une équipe notamment municipale qui est disponible la nuit. Et ça, c'est pas ce qui a été fait. Aujourd'hui, la police municipale, elle se déplace, on la voit bien la journée. Il faudrait déjà faire en sorte qu'elle se déplace pour être une police de proximité, qui est son objectif. Et donc une police de proximité, ça veut dire des déplacements à pied, en vélo, pour pouvoir aller accéder à l'ensemble des quartiers. Il y a des zones qui ne sont pas forcément accessibles en voiture. Et une police municipale qui est disponible la nuit. Parce qu'on a quand même beaucoup d'actions qui suffisent, par leur seule présence, et a fortiori s'il y a un maître chien, eh bien permettent de calmer la situation, de disperser, de faire en sorte qu'on n'ait pas de trafic de stupéfiants qui s'installe. Parce que c'est leur présence au quotidien, jour et nuit, qui vont permettre de garder une certaine tranquillité à Biarritz. Donc une police municipale réactive, qui se déplace, mobile, accessible au Biarro. Exactement. Je vais vite, désolé, parce qu'on me presse là, à la régie. Donc, la mobilité, les personnes, l'handicap, la précarité, c'est un sujet important. Donc, quel constat vous faites de la précarité ? 13% de la population, j'ai vu, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, parce qu'on est une ville qui est abondante, qui est dite riche, mais il y a quand même 13% de précarité. Est-ce que c'est un chiffre que vous avez aussi ? Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour arranger ça ? Ou est-ce que ce n'est pas possible de faire la distinction entre la précarité venue des villes alentours et la précarité des Biarros ? Je vous mélange toutes ces questions, vous avez 2 secondes. Je vais faire rapide, je pense qu'on parle du même chiffre, c'est donné INSEE, j'imagine. Oui. C'est les 13% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. J'imagine que... Il y a précarité, 13%, voilà. Donc c'est le seuil de pauvreté avec... Après, ils font la distinction, j'ai lu, avec les femmes, les hommes et ceux qui vivent dans leur voiture, qui n'ont pas les mêmes droits que ceux qui vivent dans la voiture. C'est un sujet très complexe. Comment distinguer les gens fragiles entre eux ? En un peu plus que 2 secondes, mais pas trop non plus. Eh bien, quand on parle du sujet du logement, il faut aussi parler du sujet du mal logement. Parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui louent des biens, des appartements, qui sont insalubres ou indignes, parce qu'en fait, elles n'ont pas les moyens d'aller dénoncer le bail pour pouvoir reprendre une location par ailleurs, parce que leurs conditions, leur situation financière fait qu'ils ne trouveront pas une location. Et il faut aller aider ces personnes-là. Et dans ces personnes-là, il y a notamment des personnes qui ont plus de 65 ans. Et les personnes qui ont plus de 65 ans, il y a un effet pervers de la loi. On parlait de la France au tout début de notre échange. C'est que les personnes de plus de 65 ans sont des personnes protégées aux yeux de la réglementation pour la location, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre dehors. Sauf que la réalité est différente. Et que les propriétaires n'ont pas forcément envie de louer. Alors, je fais une généralité, mais c'est des situations qui arrivent où les propriétaires n'ont pas envie de louer à des personnes plus de 65 ans parce que la personne, même si elle ne paie pas son loyer, ne pourra pas être mise dehors. Et il faut aller accompagner ces personnes de plus de 65 ans, notamment, pour qu'elles puissent être logées dignement et avoir un appartement. Évidemment, et c'est à la mairie de travailler avec les propriétaires pour s'assurer, vous savez, c'est la fameuse garantie loyer impayé qu'on propose, qui n'est pas qu'à destination des jeunes, qui est aussi à destination des personnes plus âgées, notamment des plus de 65 ans. Donc ça, c'est des actions pour répondre très rapidement en explorant le sujet. Là, il faudra passer 1 heure de plus pour parler de ce sujet. Vous me réinvitez quand vous voulez. Voilà, on prend l'invitation, disons la proposition. Donc maintenant, la question finale, quel type de maire serez-vous ? Parce que vous serez un maire conciliant. Parce que vous vous rappelez, vous êtes jeune. Donc donc dynamique, là, vous êtes dans l'action. Donc, quel type de maire serez-vous ? Est-ce que vous serez un maire conciliant, un maire strict, parce que parfois il faut peut-être l'être, ou un rassembleur, ou un mix de tout ça ? Comment vous sentez-vous ? Je pense que vous m'avez plutôt bien décrit là. Je pense que vous avez bien suivi les conseils municipaux. Moi, je ne suis pas dans les attaques frontales. Je vais aller attaquer les idées. Je vais faire des propositions pour améliorer la situation. Moi, je suis quelqu'un de proximité, donc je serai un maire de proximité. C'est vrai, il faut travailler des dossiers, aller défendre les intérêts de la ville au niveau de l'agglomération et dans d'autres instances. Mais pour moi, le maire doit surtout être un maire de proximité pour écouter les Biarros, les commerçants, les associations, comprendre les sujets et co-construire les solutions. C'est-à-dire que strict, non. Par contre, il faut prendre des décisions. Mais avant de prendre une décision, il faut concerter, il faut écouter. Et c'est certain qu'à un moment donné, il faut prendre une décision qui conviendra peut-être pas à tout le monde, mais qui va dans l'intérêt général. Et c'est le fameux cap qu'on se donne. Il y a un capitaine sur un bateau, il doit écouter
tous les points de vue. On dit voilà le cap qu'on prend. Il y aura peut-être des tempêtes, mais c'est bien ça un cap, c'est qu'on sait où on part, on sait où on va, ça va peut-être secouer, mais au final, on avait dit qu'on allait là et on ira. La démocratie locale, ça vous parle? Voilà. Vous savez, des décisions, faire prendre des décisions par les biarros. Vous savez, je trouve que la démocratie a été tellement malmenée dans ces dernières années de manière générale qu'il ne faut pas aller inventer des choses intenables. La première des choses, c'est discuter avec les biarros et les écouter. J'en prends pour exemple ce qui s'est passé à Aguilera. Il y a 2 consultations. Dès la première consultation, la maire aurait dû arrêter le projet et dire « Ok, on n'est pas d'accord, on repose tout à plat et on fait des réunions pour échanger, pour comprendre ce que vous voulez. » Et elle aurait compris qu'effectivement, eh bien, personne ne veut d'un projet immobilier à Aguilera. Et finalement, la démocratie, c'est ça, c'est écouter, comprendre, trancher, mais ne pas passer en force. Bon, maintenant, quel est votre message aux biarros qui doutent et qui pensent que voter, ça ne changera rien? Vous ou quelqu'un d'autre? Je leur dirais quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est de se dire qu'il faut agir de manière à ce qu'on voudrait que tout le monde agisse de la manière dont on agit. C'est-à-dire que si on n'est pas content de la situation, si ça nous déplaît, même si on pense que ça ne sert à rien, eh bien il faut y aller. Parce que finalement, chacun fait sa partie. Parce que c'est voix par voix, vote par vote, qu'on va réussir à décider de l'avenir de la ville. Aujourd'hui, les biarros ont leur avenir entre les mains. Ils peuvent décider le 15 et 22 mars prochain, ou bien le mandat qui s'est écoulé leur plaît, avec les mises en alerte que j'ai pu poser, ou bien ils décident d'un changement de cap, et ensemble, parce que ce sont eux les véritables capitaines de leur ville. Jean-Baptiste Dussossois. Quelle idée d'avoir un nom aussi long. On le met très court, Marie, 4 lettres. C'est Dussossois, Laralde. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'être passé dans les studios de Radio Biarritz pour nous expliquer un peu votre candidature et puis comment vous voyez Biarritz en suivant votre cap, donc l'horizon. Merci beaucoup. Merci à tous et rendez-vous à la prochaine. À bientôt, au revoir. À bientôt.